Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala prendra les rênes de l'Organisation mondiale du commerce le 1er mars. Elle espère apporter un nouveau souffle à une organisation paralysée depuis des années et mise pour cela sur ses talents de négociatrice. L'économie tunisienne à bout de souffle, le PIB affiche un recul historique de 8,8%, une situation qui s'explique par une importante baisse des activités dans des secteurs clés, notamment ceux de l'industrie et du tourisme. Et puis accélérer le processus de vaccination pour briser la chaîne de contamination, c'est ce que préconise le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies face à la propagation rapide d'un nouveau variant de la Covid-19. Mais avant de développer ces titres, l'opposition ne désarme pas au Bénin. Les candidats disqualifiés pour la présidentielle en raison d'un défaut de parrainage réclament une modification des règles. Concrètement, Joël Aïvo, candidat de la plateforme de l'opposition, demande au gouvernement de faire sauter ce verrou. Pour rappel, seuls 3 tickets sur 20 ont été validés par la Commission électorale autonome pour la présidentielle d'avril 2021. La Cour constitutionnelle statue ce 17 février sur les recours formulés par les candidats recalés. Ngozi Okonjo-Iweala à la tête de l'Organisation mondiale du commerce, une nomination qui constitue une rupture à tout point de vue pour l'OMC. Non seulement l'organisation sera dirigée pour la première fois par une femme, mais c'est aussi la première fois qu'une personnalité africaine accède à ce poste. Elle prendra ses fonctions le 1er mars et trouvera sur son bureau de Genève des dossiers brûlants qui mettront à l'épreuve ses talents de négociatrice internationale. On fait le point tout de suite avec Corinne Gamsofehem. Ngozi Okonjo-Iweala est la nouvelle directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce. Elle succède au Brésilien Roberto Azevedo qui avait démissionné de son poste pour raisons personnelles. L'envoyé spécial de l'Union africaine dans la lutte contre la pandémie sur le continent a été désigné lundi 15 février 2021 par le Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce. Désignation saluée par le président du Nigeria, Muhammadu Buhari. Je crois que son bilan en matière d'intégrité et sa passion pour le développement continueront à produire des résultats positifs pour le bien-être de l'humanité avec un repositionnement et le renforcement du rôle de l'Organisation mondiale du commerce auprès de toutes les nations. 2 fois ministre des Finances et chef de la diplomatie du Nigeria durant 2 mois, Madame Okonjo-Iweala a commencé sa carrière à la Banque mondiale en 1982 où elle a travaillé pendant 25 ans. À 66 ans, Ngozi Okonjo-Iweala devient la première femme et première africaine à diriger cette institution de 164 États membres avec des perspectives porteuses pour le commerce en Afrique. Je pense que la zone de libre-échange continentale africaine est l'un des accords les plus intéressants et je peux même dire les plus révolutionnaires que les pays africains ont signé dans cette décennie dans laquelle nous entrons. Nous commerçons très peu entre nous, donc nous devons accroître cela. Si nous commerçons entre nous, nous retrouverons également le moyen de coopérer afin de mieux commercer avec le monde extérieur. Sa nomination à la tête de l'Organisation mondiale du commerce était attendue après le retrait de la course le 5 février 2021 de sa seule autre rivale, la ministre sud-coréenne du commerce, Yoo Myung-hee. Le mandat de Ngozi Okonjo-Iweala débute le 1er mars 2021. Les voyants économiques sont au rouge en Tunisie. Le PIB affiche un recul historique de 8,8%. Derrière cette dégringolade sont pointées les baisses de la valeur ajoutée dans 3 secteurs majeurs, les industries manufacturières, les industries non manufacturières et les services marchands. Plus de précision avec Mildred Yamou. L'économie tunisienne s'est rétractée de 8,8% en 2020 comparé à l'année 2019. Selon un rapport publié par l'Institut national de la statistique le 15 février 2021, au cours du 4e trimestre 2020, le produit intérieur brut du pays a diminué de 6,1% par rapport à la même période en 2019.
La Tunisie a la force d'avoir un secteur agroalimentaire très diversifié et compte tenu du changement climatique, les demandes et les commandes des produits tunisiens vont demeurer les mêmes et vont peut-être augmenter, et cette augmentation-là va permettre à la Tunisie de stabiliser ses recettes d'exportation. Ça, c'est un avantage. La Tunisie va beaucoup profiter de la zone de libre-échange continentale parce que la Tunisie a une diversité des exportations qui vont aussi trouver marché à l'intérieur du continent africain, et les débouchés de ces exportations vont permettre à la Tunisie d'être plus résiliente que les autres économies qui ne sont pas aussi diversifiées. Ce résultat s'explique par une baisse importante des activités enregistrées dans les secteurs clés du pays, notamment de l'industrie, du tourisme, de l'agriculture, du textile et des services. Les données de l'Institut national de la statistique indiquent par ailleurs que la valeur ajoutée des industries manufacturières a enregistré au cours du 4e trimestre 2020 une chute de 4,5% comparée à la même période en 2019. Tout l'aspect Brexit avec l'Europe a frustré et a étouffé l'enthousiasme des exportations tunisiennes vers l'Europe et a ralenti complètement tout un pan de l'industrie agroalimentaire des exportations tunisiennes vers l'Europe. Alors ces trois actions ont un effet assez négatif au début de l'année 2021, mais beaucoup plus à la fin de l'année 2020. La Tunisie devra non seulement prendre les dispositions contre le Covid, mais être capable d'héberger toute cette demande des services touristiques. En revanche, le secteur de l'industrie des matériaux de construction et de la céramique a connu une croissance de 1% en 2020. Pour remédier à la crise économique que traverse le pays, le gouvernement tunisien travaille pour améliorer les services sociaux de base et le climat des affaires. On la croyait disparue et la voilà qui ressurgit. La Guinée est à nouveau frappée par une épidémie d'Ebola après la confirmation de l'apparition dans le sud-est du pays de 7 cas, dont 3 mortels. Les autorités sont sur le qui-vive et l'OMS à la rescousse. On fait le point tout de suite avec Marie-Raphaël Antolo. 5 ans après la fin de l'épidémie Ebola, la maladie est de nouveau de retour en Guinée-Conakry, selon des informations tirées de l'Organisation mondiale de la santé. Suite à une annonce de 3 décès survenus dans le pays de l'Afrique de l'Ouest, liés à une résurgence du virus, l'OMS a annoncé dimanche 14 février déployer rapidement des moyens, dont des doses de vaccins, pour aider la Guinée à faire face à la résurgence de l'épidémie. Pour le moment, on ne peut pas dire avec certitude la source de ces nouveaux cas de contamination à l'Ebola, mais les scientifiques évoquent déjà 2 pistes. Un malade anciennement guéri qui aurait refait la maladie, ou des cas de contamination venant des maladies sauvages, des animaux sauvages, notamment les chauves-souris. Selon l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, les nouveaux patients ont été isolés et des centres de prise en charge réactivés à Nzérékoré et à Conakry. Aussi, une mission d'investigation va délimiter la zone incriminée et déterminer les villages de toutes les personnes qui ont pris part à la cérémonie d'inhumation de cette première victime afin d'identifier les contacts et les isoler. L'État peut déjà organiser une surveillance, revoir la carte épidémiologique, la carte épidémiologique du pays, voir les personnes qui avaient contracté le virus et qui semblaient être guéries. On peut relancer un test à l'échelle nationale pour voir si les personnes anciennement guéries le sont toujours ou présentent des symptômes. Parti en décembre 2013 de la Guinée forestière, avant de se propager au Libéria et à la Sierra Leone, l'épidémie s'était achevée en 2016 en Afrique de l'Ouest après avoir atteint 10 pays, dont l'Espagne et les États-Unis, provoquant plus de 11 300 morts pour quelques 28 600 cas recensés, dont plus de 99% en Guinée. Néanmoins, pour cette nouvelle menace, les autorités médicales sont à pied d'œuvre pour déterminer l'origine de cette résurgence sur le territoire. Et dans le même temps, les experts sanitaires s'inquiètent de la propagation rapide d'un nouveau variant de la Covid-19. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies propose l'accélération du processus de vaccination pour briser la chaîne de transmission. Mais encore faut-il pouvoir se procurer des doses de vaccins. Explication avec Mildred Yamou.
Mobilisation face à une nouvelle variante du virus Covid-19 en Afrique. Il est urgent d'intensifier et d'accélérer la vaccination pour briser la chaîne de transmission rapide de cette nouvelle variante du virus, selon les experts sanitaires. Au sortir de son dernier briefing sur l'état de la pandémie, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies a réitéré sa détermination à soutenir les États membres pour mener à bien cette campagne sanitaire. Hospitals are being overwhelmed due to our health systems that are fragile. Les hôpitaux sont submergés, ce qui explique pourquoi la prise en charge des patients devient difficile et les gens meurent à cause d'un déficit de soins de base. Il y a un manque d'approvisionnement adéquat en oxygène dans de nombreux centres de santé. Il est donc nécessaire d'établir des partenariats qui permettront de fournir de l'oxygène afin de réduire le taux de mortalité. Les États africains devraient désormais accroître leur capacité à mener une surveillance du séquençage génomique pour mieux maîtriser cette nouvelle variante du virus. L'Union africaine appelle à renforcer la technologie afin de permettre la fabrication continentale. Africa CDC continue d'accompagner les pays africains dans l'acquisition de plus de doses de vaccins possibles afin d'atteindre l'immunité collective à travers le continent. Nous assurons aux Africains que tous les vaccins déployés à travers le continent seront sûrs et efficaces. Nous avons la capacité d'empêcher la transmission rapide de cette nouvelle variante du virus. Si nous refusons la place à ce virus, il ne se propagera pas. Avec une récente résurgence de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo, Africa CDC rappelle la nécessité de respecter les mesures sanitaires. L'Afrique signale désormais 3,7 millions de cas confirmés, 3,2 millions de guérisons et 96 000 décès. Et à propos des vaccins, justement, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a décidé de mettre à la disposition de l'Union africaine le 1 million de doses de vaccins AstraZeneca réceptionnées début février, mais qui s'est avéré peu efficace sur le variant sud-africain de la Covid-19. Une décision qui arrive à point nommé puisque l'Union africaine a opté pour ce vaccin et on a déjà sécurisé plus de 400 millions de doses. Notons que l'achat du vaccin AstraZeneca a coûté près de 7 millions d'euros à l'Afrique du Sud. Les modalités de leur mise à disposition auprès de l'institution panafricaine n'ont pour l'heure pas été précisées. 2 matchs nuls et 1 victoire. C'est ainsi que s'est achevée la deuxième journée de la 22e Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Pour leur première participation, la Centrafrique et la Namibie se sont neutralisées. Même scénario entre la Tunisie et le Burkina Faso. L'Ouganda, en revanche, a décroché la première place du groupe A grâce à une victoire face au Mozambique, 2-0. Retour sur les temps forts de ces rencontres avec Siamlo Victoria Sedi. Les matchs comptant pour la deuxième journée de la 22e Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, CAN U20, se sont joués ce 15 février. Ce lundi à Nouakchott, dans le groupe B, les équipes de la Namibie et la Centrafrique ont fait match nul, 1-1. Le Burkina Faso et la Tunisie se sont neutralisés, 0 but partout. Le Burkina et la Tunisie se présentaient comme les favoris et on pensait d'ailleurs, en tout cas nous au niveau du Burkina, qu'on allait faire un bon résultat, même si le match nul n'est pas mauvais à prendre. Mais la bonne surprise pour moi est venue de la Centrafrique et tous les Africains, en tout cas c'est le cœur serré qu'on le dit, on connaît la situation socio-politique de ce pays. S'ils arrivent à avoir une équipe de ce genre, même si c'est au niveau des jeunes avec une telle combativité, je me dis que c'est quand même quelque chose de positif à leur niveau. L'Ouganda s'était imposé un peu plus tôt en battant le Mozambique 2-0 pour finalement se positionner à la première place du groupe A devant le Cameroun. L'Ouganda a fait quand même très bonne impression en gagnant. Je pense que l'enjeu au niveau de cette poule, c'est une victoire, va qualifier directement l'Ouganda pour le second tour, le Cameroun aussi. Mais je pense que rien n'est joué, il faut pouvoir répéter. Et avec les jeunes, les équipes de jeunes, c'est difficile de prévoir quoi que ce soit, parce que ce sont des équipes par essence inconstantes, même au niveau de la position. Mais vous savez, quand même, ce sont des juniors, donc ils ne sont pas loin de la maturité. La journée du 16 février pourrait s'achever sur d'énormes surprises et beaucoup de palpitations avec les équipes du groupe C qui entament ses premières rencontres. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'info continue.